Amis de la mesure, bonjour. Il y a à peu près 2 ans, je vous avais présenté une superbe sonde de courant Mixig, la CP1003, qui, ma foi, était excellente, mais avait la particularité de ne pouvoir fonctionner que sur les oscilloscopes Mixig, munis d'une interface dite UPI, qui permettait à la sonde de communiquer avec l'oscilloscope et de l'alimenter. Alors c'était, ma foi, très bien, sauf que voilà, ça a limité un petit peu, on va dire, l'usage à ce type d'oscilloscope. Et en même temps, pour des raisons que j'ai jamais trop bien compris, il semble que Mixig ait encore changé leur standard d'interface et apparemment ils n'ont pas tellement continué ce standard UPI, ils en ont pris un autre. Et à cause de ça, ils ont décidé de sortir une nouvelle version de cette sonde, de la CP1003B, qui, comme on va le voir, a à peu près les mêmes caractéristiques, mais elle utilise un câble muni d'une prise BNC, on va dire standard, qui permet de l'utiliser, on va dire, sur tous les oscilloscopes, à mesure où quasiment tous ont de base ce genre d'interface. Alors quand on la reçoit, on reçoit avec, comme d'habitude, des certificats, un certificat de calibration, un petit catalogue des produits Mixig courants, et aussi, bien sûr, deux notices. En sachant qu'on va voir, c'est très simple à utiliser, une en anglais, une en mandarin. Et donc cette sonde, que l'on va découvrir ensemble, je veux dire, donc permet de mesurer du courant sans être obligé d'interrompre le fil. On voit qu'en fait c'est le principe d'une pince ampérométrique, quelque part il suffit de pincer la connexion et on va pouvoir visualiser le courant, que ce soit du courant continu ou alternatif. Alors, comme j'avais déjà dit à l'époque, elle existe toujours en deux sortes, la CP503B et donc la CP1003B, sachant que la seule différence, en gros, c'est que la 503B a une bande passante limitée à 50 MHz, mais a l'avantage de coûter quand même moins cher. Donc, bon, après, voilà, 100 MHz, c'est déjà une sacrée bande passante. Si on n'a pas besoin de monter si haut, la CP503 peut largement suffire. Et donc, bien sûr, vu que la mesure se fait par champ magnétique, il y a une isolation galvanique avec l'oscilloscope, donc on peut mesurer ce qu'on veut. Et voilà, ça monte jusqu'à une isolation de 1300 volts, ce qui, ma foi, est largement suffisant pour la plupart des applications. Écoutez, ce que je vous propose maintenant, on va la regarder ensemble. Donc c'est toujours comme d'habitude avec Mixig, il est livré dans ces mallettes de transport qui permettent aussi de les protéger de façon très efficace. Et donc là, on retrouve le boîtier ici d'alimentation. Donc là, elle peut s'alimenter sur le secteur directement. Alors c'est vrai que là, c'est une prise, je veux dire, américaine, mais on voit qu'il y a un adaptateur secteur. Donc ça va permettre de l'alimenter. Et derrière, il y a ici la prise en elle-même, avec la possibilité, comme on peut le voir là, de voilà, ouvrir ce petit tiroir, ce qui va permettre de mettre le connecteur à l'intérieur de cette petite encoche. Voilà, derrière on appuie pour bien verrouiller, voilà, ici. Et là, la partie qui se connecte directement sur l'oscilloscope et qui contient aussi la possibilité de choisir la gamme, donc de 0 à 5 A ou de 0 à 30 A, et éventuellement de refaire le 0 s'il y a besoin. Donc voilà, c'est vraiment très, très simple, hein, comme on va le voir. Alors ce que je vous propose maintenant, on va faire quelques essais avec, et en profiter justement pour voir le genre de mesure qu'on peut faire. Et bien voilà, donc là on va pouvoir faire déjà une première mesure toute bête, hein, une mesure en courant en continu. Donc j'ai branché la sonde ici, comme on peut le voir, sur le canal 2 de cet oscilloscope Mixig. Et comme le dit la doc, hein, j'ai laissé un petit peu préchauffer. Et donc une des premières choses à faire, c'est donc aussi de l'alimenter, hein, sachant que, comme on l'a vu, c'est une alim externe. Alors attention, ils disent bien qu'il faut utiliser la lime qui donne avec. C'est pas possible, contrairement des fois d'autres sondes, de l'alimenter avec la prise USB de l'oscillo. Il faut vraiment utiliser la lime 12 volts qui est fournie avec. Alors je pense qu'on peut utiliser d'autres limes 12 volts, mais vraiment consomme relativement pas mal de courant et ils disent bien qu'il ne faut pas essayer de l'alimenter autrement. Donc une fois que c'est branché, qu'on l'a laissé un peu chauffer, donc il faut faire le 0. Donc pour ça, il ne faut rien mettre à l'intérieur comme fil, bien verrouiller et appuyer sur le bouton ici 0. Et voilà, à ce moment-là, ça assure que c'est bien le 0. Alors pour faire une mesure, il suffit donc de pincer le fil ici, enfin il ne faut pas vraiment le pincer, mais le mettre ici dans le trou. Hein, on peut mesurer des fils jusqu'à 5 mm. Donc là, j'ouvre
est bien reverrouillé derrière. Voilà. Et derrière, si par exemple là, je mets en route une charge de courant, voilà, on peut voir que la trace monte, et ici j'ai 600 000 ampères, hein, c'est à peu près ce qui est bien mis. Si là, par exemple, je monte à 1 ampère, voilà, là, on voit qu'ici, ça se met bien ici sur 1 ampère. Sachant que bien sûr, si on regarde le réglage, je me suis bien mis en courant pour avoir des ampères, et ici, il suffit de se mettre en 1X dans la mesure où, dans la gamme 5 ampères, la sonde donne 1 volt pour 1 ampère. Donc voilà, on ne va pas faire plus simple ici à ce niveau-là. Donc on voit que ça mesure du courant continu. Alors, on peut voir que si j'inverse ici le sens de la sonde, on voit que j'ai une tension négative, alors que si je la remets dans l'autre sens, voilà, on voit que j'ai une tension positive. Donc, ça permet bien de regarder le sens du courant, sachant que c'est la flèche ici qui indique, voilà, le sens pour avoir une tension ici positive. Donc ça permet bien de voir. Donc déjà, on peut regarder que très facilement, on peut mesurer donc des courants continus. C'est pas forcément très intéressant, mais enfin, je veux dire, il n'y a rien qui empêche de le faire. Alors maintenant, je vais y mettre par exemple ça sur la sortie d'un générateur, et on va regarder un peu ce que ça donne. On peut tester la bande passante. Donc là, pour info, j'ai branché à la sortie d'un générateur un câble BNC. Alors bon, je l'ai terminé un petit peu en l'air avec une résistance de 47 ohms, donc c'est pas parfaite impédance match, mais ça va le faire quand même. Donc j'ai mis la sonde de courant en bas ici, et au bord de la résistance, donc là en tension, j'ai mis ici donc la voie numéro 1. Donc là on voit que ça fonctionne ma foi très bien. Là je suis à 10 MHz, et on voit qu'on est à 110 pics ici. Donc là si je monte par exemple déjà à 50 MHz, on voit qu'il y a quand même tout petit peu d'atténuation, mais vraiment très peu. Et si je monte à 100 MHz, voilà, donc là je suis à 100 MHz, et à 100 MHz, on voit qu'il y a un petit peu d'atténuation, mais c'est normal, il y a moins 3 dB pour la bande passante. Donc il n'y a rien à dire, je veux dire, elle tient vraiment bien sa spec ici au niveau de la fréquence. D'ailleurs, si on continue à monter, on voit que bon voilà, ça s'écroule vraiment aux alentours de 180 MHz. Enfin, ma foi, elle est donnée pour 100, hein, donc il n'y a vraiment rien à dire ici pour ça. Alors c'est vrai que si on regarde la réponse en impulsion, par exemple là je vais m'en mettre à 10 MHz, mais je vais changer de forme d'onde pour me mettre des impulsions, voilà. Et ici on voit que ça répond aussi ma foi bien. Alors ce qu'il faut bien regarder, c'est que vous allez me dire ouais mais elles sont pas très belles mes impulsions, mais c'est pas du tout à cause de la sonde, c'est comme j'ai dit, c'est un câble assez pourri, qui n'est pas terminé sur sa bonne impédance, donc je veux dire, faut pas se plaindre non plus, hein. Donc, par contre, si voilà, on baisse même, on peut voir que si je passe à 1 MHz, voilà, on va avoir quand même des impulsions voilà, qui sont quand même très très bonnes. Donc là-dessus, on peut rien dire. On peut regarder un mot sur la linéarité. Donc pour ça, on peut se mettre en triangulaire et voir que, ma foi, on ne voit pas non plus de défaut de linéarité flagrant. Ici, c'est même si je remonte la fréquence, voilà, en triangle, je peux aller jusqu'à 2 MHz. Et voilà, on voit qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bon voilà, donc ça c'est rapidement, mais on voit que on peut quand même déjà facilement faire des mesures. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de faire quelques mesures un petit peu plus pratiques. On va faire une mesure, tiens, rigolote. J'ai pris ici un relais, donc avec sa bobine. J'ai mis ici la fameuse diode dite de roue libre ici, qui permet donc d'éviter la surtension aux bornes à la coupure. Et j'ai mis aux bornes donc et la sonde de tension, et comme on peut le voir, j'ai mis donc la sonde de courant ici sur un des fils pour regarder le courant dans la diode. Donc là, si je mets en route le relais, voilà, on voit ici le courant qui est pas loin de 1 ampère, et ici la tension. Donc là, je vais me mettre en mode one shot. Voilà, hein, je me suis mis en déclenchement comme on peut le voir sur le front descendant, et donc là, je coupe la tension, et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici très bien la tension ici qui s'arrête, et ici on voit le courant, et on voit bien que le courant dans la diode, il ne s'arrête pas de façon instantanée, mais voilà, elle est passante ici pendant un certain temps, et ce temps, justement, c'est le temps où le courant qui est emmagasiné sous forme de flux magnétique dans la bobine, met du temps ici à se décharger dedans. Donc voilà, là, grâce à une sonde comme ça, on peut tout à fait visualiser ça, alors que là, on ne voit ici que la tension aux bornes qui n'est pas
ici très parlante. Donc voilà, si on veut d'ailleurs la mesurer plus en détail, voilà, on peut refaire la mesure mais en balayant vite, voilà, et attention les yeux, et voilà. Et ici on voit ça, donc là on peut bien sûr utiliser par exemple ce qu'on appelle donc des curseurs, je vous ai déjà montré ça plusieurs fois. Là on voit bien ici sur ce curseur là le début de l'arrêt, voilà, et sur celui-ci le fait que ça mette à peu près à 0. Et on voit que c'est quand même relativement long. Si on regarde le temps entre les deux curseurs, c'est à peu près 23 millisecondes. Donc 23 millisecondes, c'est le temps donc de, on va dire quelque part, de décharge du courant de la self ici dans la diode. Donc voilà, ça c'est par exemple un premier exemple pratique de ce qu'on peut faire. Alors, on va faire un autre par exemple pour regarder un petit peu d'une allime à découpage par exemple. Là je vais utiliser mon fameux CP145, donc j'ai branché cette petite allime pourrie que je vous ai montré il y a quelques temps, qui était soi-disant USB-C et qui ne respectait pas la norme, mais en même temps je me suis aperçu qu'elle faisait énormément de parasites sur le secteur, et ça va permettre éventuellement de voir un petit peu ça. Et donc là, j'utilise pour le coup aussi une sonde de type DP750, une autre sonde mixée que je vous ai déjà montré. Donc ça, c'est une sonde différentielle qui me permet en toute sécurité de mesurer le secteur. Et donc, je mesure et la tension et le courant donc avec la sonde ici de cette alimentation. Alors, si je mets en route, voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici la tension secteur. Donc là, jusque-là, il n'y a pas grand-chose. Et on peut voir qu'au niveau de la consommation ici du courant, en fait il y a très peu de consommation, ce qui est normal, je veux dire elle est à vide, elle débite quasiment rien, et on peut voir quand même des espèces de petits pics de parasites ici de temps en temps, mais voilà, c'est je veux dire des pics qui sont très courts. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici une charge de 1 ampère sur l'alimentation et on va regarder ce que ça donne. Voilà, et là, là on voit l'étendue du désastre, parce qu'on peut voir que, alors, ce qui est normal, elle a tendance donc à consommer plus sur certaines alternances, ça c'est normal, mais alors là on peut voir ici ces énormes parasites HF là qui sont vraiment incroyables. Encore je me demande si j'avais pas limité la bande passante, on va regarder, non c'est bon, elle est en full ici, et voilà, donc là, faut pas s'étonner de voir que cette allime, je veux dire, elle faisait tellement de parasites que j'ai vu qu'elle dégradait fortement mes liaisons par courant porteur. Alors on peut faire des mesures sur ces parasites justement, voilà, pour regarder un peu leur fréquence. Donc voilà, là on peut bien sûr zoomer plus sur le courant, et donc si on arrête là, on voit qu'ici donc il y a une consommation, on va dire, moyenne qui se fait, et on a ici ces pics qui sont probablement la fréquence de découpage de l'alimentation. Donc là, pareil, on peut très facilement, avec un curseur, ici, donc les mesurer. Là, donc si on regarde là, entre les deux pics, voilà, on voit que ça correspond à 34 kHz, qui est en effet très probablement la fréquence du système à découpage. Mais on peut voir que donc c'est des pics qui sont très importants, parce que si on regarde au niveau courant, voilà, là on les a directement, et on peut voir que c'est 232 mA, donc c'est pas énorme, enfin c'est quand même loin d'être négligeable, et c'est ça qui sans doute crée énormément des parasites. Donc là, on voit très bien comment ce genre de sonde permet de détecter ce genre de problème. Et donc je suis quasiment sûr qu'à l'intérieur de cette alimentation, voilà, donc là je retire ma charge qui bien sûr est très chaude, mais c'est tout à fait normal. À l'intérieur de cette alimentation, je suis quasiment sûr qu'il n'y a quasiment pas de filtrage sur le primaire, qui explique ici ces parasites. Dernière chose qu'on peut faire par exemple, c'est aussi regarder justement comment ça se passe lors de la mise en route donc de l'alimentation. Donc pour faire ça, on peut faire une mise en route en charge aussi. Donc là je remets ici ma charge. Donc là je peux bien sûr me mettre sur un déclenchement, voilà, pour façon à avoir quelque chose dès qu'il va y avoir, on va dire, du courant. Voilà, donc là je vais couper l'alimentation, me mettre en mode attente one shot et démarrer. Et là déjà on va pouvoir mesurer, comme on peut le voir, un pic de courant ici très important, un pic de courant qui bien sûr dépend de sans doute un petit peu de là où ça démarre sur le secteur, je vous ai déjà montré ça, mais là il va falloir que je change
d'échelle, voilà, pour pouvoir le mesurer éventuellement de façon plus adéquate. Donc là je recoupe, et je recommence, tac, 3, 2, 1, et voilà. Donc là par exemple, on voit ici qu'il y a un pic qui est ma foi relativement important. Ici il y a des parasites déjà hein, qui montent assez haut, vu que ça monte presque à 2 ampères, et on peut voir aussi ici, donc voilà, on peut voir ici aussi ce pic de courant qui correspond généralement à la première charge du condensateur, du primaire, de l'alimentation. Mais on voit aussi ici ces énormes parasites, bon, il y a peut-être aussi les parasites de l'interrupteur, enfin je veux dire, on voit que c'est relativement important, parce que comme on le peut voir ici, ça descend presque à plus de moins 2 ampères, mais enfin c'est quand même un parasite ici assez important. Alors, bien sûr ça va dépendre de comment on démarre, hein. Là c'est pareil, je recommence. Voilà, c'est bien sûr très dépendant de la façon dont on démarre ici. Hop. Voilà, là on voit que le pic de courant est moins important parce que ça a dû démarrer, je veux dire, voilà, de façon mieux ici. Encore une fois, tous ces parasites qu'on voit ici, c'est l'interrupteur qui fait des parasites. Voilà, là par exemple on a quelque chose de plus propre, mais on voit que toujours hein, il y a ce premier appel de courant qui est assez important. Alors ça peut être intéressant de refaire la mesure mais avec une autre une alim de meilleure qualité, par exemple ce modèle-là. Voilà, donc c'est aussi une alim, je veux dire, USB. Hein, et donc si je mets dessus la même charge et que je la branche, alors voilà, on a ici quelque chose qui est beaucoup plus, je veux dire, sympathique. Voilà, comme on peut le voir. On n'a pas du tout ces parasites haute fréquence. On voit bien ici que, voilà, et en fait, ça reprend ici des petits pics de courant. À chaque fois, on va dire que il y a besoin d'énergie. C'est-à-dire, ce genre d'alimentation, souvent, le condensateur du primaire et du secondaire, enfin surtout du primaire, emmagasine de l'énergie. Tant qu'il n'y en a pas besoin, je veux dire, ça ne consomme pas. Mais on peut voir ici que ça fait vraiment donc ces espèces de petits pics, mais que ça consomme vraiment par à-coup en fait. Hein, on voit bien ici que la tension secteur, elle est bien sinusoïdale, et qu'ici on a un courant consommé qui n'est pas du tout, je veux dire, sinusoïdal du tout. Hein. On voit vraiment que c'est des impulsions ici. Alors elles sont relativement en phase, mais enfin je veux dire, voilà, c'est vraiment quelque chose de très, je veux dire, haché, et qui encore une fois là, même si c'est beaucoup plus propre, fera quand même des parasites un peu plus importants dessus. D'ailleurs, rien n'interdirait de faire une FFT sur le courant aussi, hein, pour voir un petit peu la distribution, on va dire, au niveau fréquentiel. Enfin voilà, là par exemple, avec ce genre de sonde, on voit très bien la différence de qualité entre ces deux adaptateurs, alors que si on regardait simplement la tension, on ne le verrait pas. Pourquoi? Parce que pour le voir sur la tension, il y a sans doute des parasites. Mais je veux dire, là, dans la mesure où c'est une tension, je veux dire, très élevée, hein, la tension du secteur, les parasites, on ne les voit pas. Ou alors, il faudrait, je veux dire, se mettre avec un système de filtre pour ne voir que la partie alternative et ainsi de suite. Enfin voilà, on voit tout de suite ici l'intérêt de ce genre de sonde. Bon allez, un petit dernier pour la route. Voilà. Donc ça c'est quoi? Ça c'est pour le coup, c'est un transformateur. C'est pas une aliment à découpage. J'ai retrouvé ça en rangeant l'autre. Hein, c'est ce qu'on appelait les blocs secteurs. On voit que c'est beaucoup plus lourd. Et on voit qu'à l'intérieur, d'ailleurs, c'est dit, c'est un transformateur. Donc c'est un transformateur. Alors c'est censé donner donc du 12 volts continu. Donc derrière, il y a un pont de diode et un condensateur de filtrage, et voilà le courant. Donc là on peut voir plusieurs choses qui sont intéressantes. Déjà, c'est le déphasage qu'il y a entre la tension et le courant. On voit qu'il y a un déphasage qui est très important et qui est encore une fois tout à fait logique, hein, dans la mesure où le transfo ici c'est une self hein, quelque part, donc on a quasiment un déphasage de 90 degrés, et on voit aussi que contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, hein, le courant n'est pas non plus complètement sinusoïdal, du fait aussi que derrière, la charge n'est pas non plus, je veux dire, complètement linéaire. Là encore une fois, on voit qu'avec ce genre de sonde, on découvre des choses, parce que c'est vrai que souvent avec les oscilloscopes, on a tendance à raisonner en tension, simplement,
alors que là, on peut vraiment visualiser les courants et ça donne vraiment, je pense, des vues qui sont bien plus intéressantes et qui permettent d'avoir d'autres diagnostics parfois sur les choses. Voilà pour la présentation de cette sonde qui, j'espère, vous aura intéressé, qui, ma foi, est d'excellente facture. De toute façon, honnêtement, j'ai jamais été déçu par les produits Mixig, qui généralement sont toujours de très très bonne qualité. Et donc cette sonde ne déroge pas à la règle. Alors c'est sûr qu'elle est relativement onéreuse. Là, nous sommes en juin 2025, elle coûte dans les 1000 € hors taxe, sachant que la DP503, donc avec une bande passante réduite de moitié à 50 MHz, coûte dans les 700 € hors taxe. Donc c'est sûr que c'est quand même un investissement. Et d'un autre côté, comme je vous l'ai montré, et dans plein d'autres cas, d'avoir des possibilités de mesure de courant comme ça, c'est vraiment quelque chose de quasiment indispensable en fait, dans bien des applications, et je pense que dans tout labo d'électronique professionnel, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Alors bien sûr, comme on peut voir, l'avantage là, c'est qu'en plus, ça peut se mettre sur n'importe quel oscilloscope, voire même des oscilloscopes analogiques, il n'y a rien qui s'y oppose, voire même, pourquoi pas, sur des multimètres. Alors bien sûr, là, la bande passante de 100 MHz, ce serait pas tellement utile, mais si vous mettez ça sur un multimètre RMS, pour toutes les fréquences basses ou continues, on peut très bien aussi l'utiliser. Il n'y a absolument rien qui s'y oppose. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo des informations sur cette sonde si vous voulez en savoir plus. Tiens, Caroline, ça va? Alors, tu gardes le moral? C'est bien, enfin, pense à le rendre un petit peu de temps en temps. Allez là-dessus, faites de belles mesures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.